Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode des Idoles du passé. Aujourd'hui on va discuter avec Olympe de Gouges, fervente révolutionnaire. C'est surtout l'une des premières féministes de l'histoire de France, donc on va écouter qui elle est et ce qu'elle a à nous dire. Bonjour Olympe de Gouges, qui es-tu ? Je suis, Olympe de Gouges, née en 1748 à Montauban et exécutée à Paris en 1793. Mon époque est une période de grands bouleversements sociaux et politiques, notamment avec la Révolution française. Malheureusement, cette révolution qui prônait la liberté, l'égalité et la fraternité a souvent négligé de considérer les droits des femmes. C'est pour combler ce vide que j'ai écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Outre mon engagement pour les droits des femmes, j'étais également dramaturge et pamphlétaire. J'ai utilisé ma plume pour défendre diverses causes, notamment l'abolition de l'esclavage. Ma vie et mon œuvre ont été abruptement interrompues lorsque j'ai été arrêtée et ensuite guillotinée pour mes idées politiques. Est-ce que tu pourrais nous résumer ta jeunesse, ta famille, quelle était ta vie en fait avant de devenir dramaturge ? Je suis née dans une famille bourgeoise à Montauban. Mon père était boucher et ma mère une femme au foyer. Il a souvent été suggéré que mon père biologique aurait pu être noble, mais cela n'a jamais été confirmé. Mes parents m'ont mariée très jeune, à l'âge de 17 ans, à un homme nommé Louis Aubry. Malheureusement, le mariage n'était pas heureux, et mon mari est décédé peu de temps après. En vérité, en plus de n'avoir jamais aimé cet homme, il me répugnait profondément. J'ai pris alors la décision inhabituelle de ne pas me remarier. Un choix rare pour une femme de mon époque. Au lieu de cela, j'ai choisi de déménager à Paris avec mon fils, Pierre, où j'ai pris le nom d'Olympe de Gouges. À Paris, je me suis immergée dans la vie intellectuelle et artistique de la ville. J'ai commencé à fréquenter des cercles littéraires et des salons. J'ai rencontré divers philosophes et intellectuels de l'époque. C'est là que j'ai décidé de me lancer dans l'écriture. D'abord en tant que dramaturge, avant de me plonger dans les pamphlets politiques et sociaux. Qu'est-ce qu'un salon littéraire exactement ? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de cercle littéraire aussi ? Les salons littéraires étaient des rassemblements sociaux où des personnes partageant des intérêts intellectuels se rencontraient pour discuter de divers sujets, allant de la littérature à la philosophie, en passant par les sciences et la politique. Ces salons étaient souvent organisés par des femmes éclairées qui jouaient le rôle de mécènes des arts et des lettres. Elles étaient des centres d'échange d'idées, de débats intellectuels, et même de réseautage professionnel pour certains écrivains, artistes et philosophes. Quant au cercle littéraire, ce sont des groupes un peu plus formels où les gens se réunissent régulièrement pour discuter d'œuvres littéraires spécifiques, partager des idées et parfois même collaborer sur des projets. Les salons et les cercles littéraires ont joué un rôle crucial dans la diffusion des idées des Lumières et ont servi de plateforme pour les réformateurs sociaux et les penseurs radicaux, y compris des femmes comme moi, pour faire entendre leur voix. Cela pouvait se dérouler dans une maison privée, un café, ou même un lieu public comme une bibliothèque. Les participants étaient généralement invités en raison de leur expertise ou de leur intérêt pour un sujet spécifique. Ce n'est pas seulement un lieu de discussion, c'est aussi un espace de critique constructive et d'apprentissage mutuel. Ces rencontres peuvent être formelles, avec des ordres du jour prédéfinis et des présentations planifiées, ou informelles, où la conversation peut aller dans toutes les directions. Les cercles littéraires étaient extrêmement importants à mon époque, parce qu'ils étaient l'un des rares endroits où il était acceptable pour une femme d'exprimer ses opinions intellectuelles et politiques. Ils m'ont permis de me connecter avec d'autres personnes qui partageaient mes préoccupations sur les inégalités sociales et politiques de l'époque. Ok, donc tu as donc commencé par l'écriture de pièces de théâtre à cette époque des cercles littéraires. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Avant de me lancer dans les textes politiques et sociaux, j'ai débuté comme dramaturge. Le théâtre était pour moi une plateforme où je pouvais explorer des idées et des thèmes qui me tenaient à cœur, tels que l'injustice, l'inégalité sociale et le statut des femmes. Mes pièces n'ont pas toujours été bien reçues par le public de l'époque, souvent parce qu'elles traitaient de sujets controversés. L'exemple le plus flagrant serait sans doute ma pièce Zamor et Mirza, plus tard rebaptisée L'esclavage des Noirs. Elle a été écrite vers 1784 et a fait l'objet de vives critiques. Le sujet était extrêmement sensible. J'y abordais la question de l'esclavage, un sujet brûlant.
Surtout en France, où l'économie des colonies dépendait en grande partie de la traite des esclaves. La pièce mettait en avant des personnages noirs dans des rôles non stéréotypés, ce qui était très rare à l'époque. J'espérais provoquer un débat sur l'esclavage et ses injustices, mais le public parisien de l'époque, notamment les anti-abolitionnistes, n'était pas prêt à affronter cette réalité. La pièce a été retirée après seulement 3 représentations, et son échec a été un coup dur pour moi. Toutefois, ce revers ne m'a pas empêché de continuer à militer pour l'abolition de l'esclavage. Mon travail au théâtre m'a permis de me familiariser avec l'art de la rhétorique et du discours. Des compétences qui se sont avérées très utiles lorsque j'ai commencé à écrire des pamphlets et d'autres textes politiques engagés. Le théâtre m'a donc servi de tremplin pour mes ambitions plus larges de réforme sociale et politique. Ah, parlons justement de tes ambitions. T'as été très engagé dans ta vie. Quels ont été tes combats ? Eh bien, mes combats ont été nombreux et variés. Mais ils se sont tous centrés autour d'une quête pour l'égalité et la justice. Je me suis d'abord engagée contre l'esclavage, comme vous avez pu le voir avec ma pièce L'esclavage des Noirs. J'ai également pris part activement aux débats révolutionnaires de mon temps, en particulier à travers mes écrits politiques. Mais ce qui m'a vraiment fait connaître, c'est mon engagement pour les droits des femmes. En 1791, j'ai publié la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui avait complètement omis de considérer les femmes comme des citoyennes à part entière. Dans ce texte, j'ai posé les bases d'une égalité légale et sociale entre les sexes, ce qui était très radical pour l'époque. Je me suis également battue pour le divorce et pour que les femmes puissent avoir une place dans la vie politique. Je croyais fermement que l'égalité ne pouvait être atteinte que si les femmes étaient reconnues comme des êtres humains, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hommes. Mes positions m'ont valu beaucoup d'ennemis et ont contribué à ma chute. Mais je ne regrette rien. Mes combats étaient nécessaires et j'espère avoir ouvert la voie à d'autres. Où est-ce que tu trouves cette force de caractère et d'engagement ? Ma propre expérience en tant que femme dans une société qui ne nous accorde pas les mêmes droits qu'aux hommes a été un puissant moteur. Je me suis sentie personnellement touchée par l'injustice et l'inégalité, et cela a suscité en moi un désir ardent de changer les choses. Ensuite, je dois dire que mes fréquentations dans les cercles littéraires et politiques ont eu une grande influence sur moi. Les échanges intellectuels et les discussions sur les questions sociales et politiques m'ont ouvert les yeux sur la nécessité d'un changement social profond. Ces cercles ont été un terrain d'apprentissage et de débat et m'ont fourni des armes intellectuelles pour mes combats. Enfin, peut-être y a-t-il quelque chose en moi inné qui ne peut pas tolérer l'injustice sous quelque forme que ce soit. Cela m'a donné la résolution et le courage de prendre position, même si cela signifiait s'exposer à de grands risques. Mes convictions étaient plus fortes que la peur de l'ostracisme social, ou même de la persécution, comme cela s'est malheureusement vérifié à la fin de ma vie. Concrètement, quels ont été les succès que tu as pu atteindre par ton engagement ? As-tu réussi à faire bouger certaines choses de ton vivant ? Eh bien, en termes de changements législatifs ou institutionnels, je crains que mon impact n'ait pas été aussi significatif que je l'aurais souhaité. Toutefois, je crois que mon œuvre et mon activisme ont laissé une empreinte durable dans les esprits et ont aidé à poser les fondations pour les mouvements futurs en faveur de l'égalité et des droits des femmes. L'un des succès notables de mon vivant a été ma contribution à la réforme du divorce en France. En 1992, la législation sur le divorce a été libéralisée, permettant aux femmes plus de liberté et d'autonomie qu'auparavant. C'était un sujet qui me tenait à cœur. J'avais fait campagne pour un tel changement. Mon texte le plus célèbre, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, a été largement discuté et a alimenté des débats sur le rôle et la place des femmes dans la société. Même s'il n'a pas entraîné de changement immédiat, il a servi de point de référence pour les futures générations de féministes. J'ai également écrit plusieurs pièces de théâtre et essais qui ont mis en lumière les inégalités sociales et ont fait pression pour le changement. Mon engagement public a incité d'autres femmes à prendre la parole et à participer plus activement à la vie publique. En somme, même si mes succès ont été limités, je crois que j'ai contribué à éveiller les consciences et à initier des discussions qui étaient autrefois tabous. Ce sont ces petits pas qui, je l'espère, ont ouvert la voie à des changements plus substantiels. Quel est le contenu de ta déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ?
Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la notion de citoyen était implicitement réservée aux hommes. J'ai donc voulu mettre en lumière cette lacune et plaider pour l'égalité des sexes dans ma Déclaration des droits de la femme. Ma déclaration était structurée de manière similaire à celle des droits de l'homme, mais avec une focalisation sur les droits des femmes. Elle commence par un préambule puissant où je déclare que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Elle est composée de 17 articles qui abordent divers aspects de l'égalité des droits, allant du droit à la liberté et à la propriété, jusqu'au droit de participer à la formation de la loi. Pour vous citer quelques extraits. L'article 1 stipule que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Et l'article 10 déclare que la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. L'objectif était de mettre fin à l'exclusion des femmes de la sphère politique et sociale, et de poser les fondements d'une réelle égalité entre les sexes. Je voulais montrer que les femmes étaient aussi capables que les hommes de participer à la construction et à la gouvernance de la nation. Ce fut un texte audacieux pour son époque. Et bien que je n'ai pas vécu assez longtemps pour voir sa réalisation, je pense qu'il a semé des graines importantes dans la société. Ta vie a évidemment été marquée par la Révolution française. C'était comment la vie à cette période ? Est-ce que tu as agi directement durant cette révolution ? Cette période était à la fois pleine d'espoir et terrifiante. Les idées de liberté, d'égalité et de fraternité étaient dans l'air, mais également les dangers liés aux bouleversements politiques et sociaux. L'ancien régime s'effondrait, et avec lui beaucoup des injustices qu'il perpétuait. Mais en même temps, les rues étaient souvent pleines de violence, et il y avait une grande incertitude quant à l'avenir de la France. J'ai été très active durant la Révolution, même si mon rôle a été principalement celui d'une écrivaine et d'une militante, plutôt que d'une actrice sur le champ de bataille. J'ai publié de nombreux pamphlets, dont la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne à ce moment-là. J'ai aussi écrit des pièces de théâtre et des affiches pour propager mes idées. Bien sûr, mon engagement ne fut pas sans risque. Mes idées étaient considérées comme radicales à l'époque, et cela m'a finalement coûté la vie. Je fus arrêtée en 1793 et guillotinée pour mes prises de position politiques, notamment mon opposition à la montée en puissance des Jacobins et à la radicalisation de la Révolution. Ce fut le prix à payer pour avoir osé parler et agir selon mes convictions. En fait, t'as toujours suivi tes propres convictions, tu n'as jamais été soumise à quelconque forme de pouvoir. En effet, je pense que l'indépendance d'esprit est cruciale quand on cherche à influencer le cours de l'histoire ou à instaurer des changements sociaux. Mon objectif a toujours été de défendre ce en quoi je croyais, indépendamment des pressions extérieures ou des affiliations politiques. Et cela m'a coûté la vie, mais je ne regrette pas d'avoir suivi mes convictions. Bien que je fusse une fervente partisane des idéaux de la Révolution, je me suis souvent retrouvée en désaccord avec la manière dont ces idéaux étaient mis en œuvre. J'ai par exemple critiqué la violence excessive et les exécutions massives pendant la Terreur. Je n'ai pas hésité à m'opposer à Robespierre ou Marat. Il faut avoir le courage de quitter ce qui ne nous correspond pas ou plus. Et je pense ne jamais avoir été soumise à quiconque au cours de ma vie. Convictions qui t'ont malheureusement mené jusqu'à la mort, puisque t'as été guillotiné le 3 novembre 1793 à Paris. Comment ça se passait concrètement une exécution par la guillotine ? Est-ce que ça t'a fait peur ? La guillotine était un instrument de mort rapide et efficace. Mais l'humiliation publique et le spectacle qui entourait l'exécution en faisaient une expérience terrifiante. On me conduisit au lieu de l'exécution dans une charrette, exposée aux regards et aux injures de la foule. Je n'oublierai jamais ce trajet, durant lequel chaque instant était une éternité. Ai-je eu peur ? Oui, il serait insensé de dire le contraire. Cependant, j'ai essayé de maintenir ma dignité jusqu'à la fin, soutenue par mes convictions. Ma mort n'était pas vaine, si elle pouvait inspirer d'autres à continuer le combat pour l'égalité et la liberté. Je dois admettre que mes derniers instants étaient remplis d'une sorte de résolution calme. Il était trop tard pour changer le cours des événements. Et tout ce qui me restait était de faire face à la mort avec autant de dignité que possible. Je savais que, même si ma vie était sur le point de se terminer, mes idées continueraient à vivre à travers les gens qui les partageaient. Et ça m'a apporté une sorte de paix.
Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Qu'est-ce que tu penses de notre société actuelle en France? Eh bien, en observant la France de 2023, je suis tout d'abord très encouragée par les progrès spectaculaires réalisés en matière de droits des femmes. Le droit de vote, l'accès à l'éducation et à tout type de profession, la législation contre les discriminations basées sur le genre. Ce sont des avancées incroyables qui montrent que les luttes du passé n'ont pas été vaines. Cependant, bien que les lois aient largement évolué pour garantir l'égalité des droits, il semble que le prochain grand défi soit de transformer les mentalités et les opinions de la société. Les clichés et les stéréotypes sur le sexe féminin perdurent et entravent encore l'émancipation complète des femmes. Il ne suffit pas que l'égalité soit inscrite dans la loi, elle doit également être ancrée dans les consciences. Le combat pour l'égalité et la justice a certes progressé, mais il a aussi évolué pour s'adapter aux enjeux actuels, tels que la lutte contre les microagressions, les violences symboliques et l'effacement culturel. Je suis optimiste quant à la capacité de votre génération à relever ces défis et à faire en sorte que l'égalité soit une réalité vécue et pas seulement une notion légale. Si tu étais en vie aujourd'hui, à ton avis, quelles seraient les choses à faire, à améliorer, pour que l'homme et la femme tendent vers une égalité parfaite? Si j'étais en vie, aujourd'hui, je pense que je travaillerais sur plusieurs fronts pour encourager une égalité réelle entre les hommes et les femmes. Les lois ayant déjà beaucoup évolué, je mettrai l'accent sur l'éducation dès le plus jeune âge. Les préjugés se forment tôt, et il serait crucial d'inculquer aux enfants des notions d'égalité et de respect mutuel dès leur plus jeune âge. Dans le monde professionnel, mon principal combat serait celui de la liberté individuelle. Les femmes, comme les hommes, devraient être libres de suivre leurs aspirations professionnelles. L'important est que chacun ait le droit et les moyens de réaliser ses ambitions sans être entravé par des stéréotypes ou des discriminations. L'égalité pour laquelle je me bats, ce n'est pas une égale statistique entre les hommes et les femmes. C'est une égale liberté. Le féminisme, selon moi, est de donner aux femmes les outils et les opportunités pour être libres de choisir leur propre voie. Enfin, je continuerai à lutter vigoureusement contre toutes les formes de violence envers les femmes, qu'elles soient physiques ou symboliques. Il s'agit d'un obstacle majeur à l'égalité des sexes. L'égalité parfaite nécessite un effort collectif et la transformation profonde de nos systèmes et de nos mentalités. Chaque individu, chaque institution, chaque entreprise a un rôle à jouer dans cette mission. Aujourd'hui, beaucoup de personnes estiment que le féminisme a des dérives, des extrémismes. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? À mon époque aussi, mes idées étaient souvent considérées comme radicales ou extrêmes. Mais l'histoire a montré que ce qui semble extrême à un moment donné peut s'avérer être simplement en avance sur son temps. Cela dit, toute cause a son lot d'extrémisme, et le féminisme n'échappe pas à la règle. Le danger réside dans le fait de jeter le bébé avec l'eau du bain, de rejeter l'ensemble du mouvement parce qu'une minorité prend des positions qui peuvent sembler excessives. Je pense que le défi est de distinguer ce qui relève vraiment de l'extrémisme de ce qui est simplement difficile à accepter pour la société, parce que ça remet en question des normes profondément ancrées. Souvent, ce qui est étiqueté comme extrême est simplement une voix qui refuse d'être silencieuse, qui remet en question le statu quo et pousse la société à se remettre en question. Il est crucial de ne pas se laisser emporter par des discours qui cherchent à diviser plutôt qu'à unir, et de rester concentré sur l'objectif ultime, l'égalité de liberté pour tous, indépendamment du sexe. Révolutionnaire, tu étais donc contre la monarchie, mais qu'est-ce que tu penses de la République démocratique qui est aujourd'hui en place en France? Je suis en faveur d'un gouvernement qui donne le pouvoir au peuple. Et la République démocratique semble être un pas dans cette direction par rapport à la monarchie absolue de mon époque. La notion d'élection libre, de séparation des pouvoirs et de droits civils sont des avancées considérables. Cependant, il est important de ne pas se reposer sur ses lauriers. Une république n'est aussi forte que par l'engagement de ses citoyens à maintenir des principes d'équité, de justice et, bien sûr, de liberté. Le cadre républicain est un bon départ, mais il ne garantit pas en soi la réalisation des idéaux démocratiques. La vigilance est toujours de mise pour s'assurer que les institutions servent tous les citoyens, et pas seulement une élite privilégiée. Cela vaut aussi bien pour les questions de genre que pour toutes les autres formes d'inégalité.
Plusieurs femmes ont failli devenir présidentes. Qu'en penses-tu? Alors, l'idée que des femmes soient en mesure de briguer la plus haute fonction de l'État est certes un signe de progrès. Mais le sexe du président importe peu en soi. Ce qui est crucial, c'est la capacité de la personne élue à défendre et à promouvoir les valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité, qui sont fondamentales pour la République. Ce qui compte, ce sont les actions et les politiques mises en œuvre, et non l'identité de celui ou celle qui les porte. Donc, homme ou femme, l'important est que le président s'efforce de maintenir les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, de servir les intérêts de la France et de tous ses citoyens. Maintenant, j'admets que pour le symbole fort que cela pourrait renvoyer, j'aurais à cœur de voir une femme occuper la fonction de présidente de la France. Mais ne forçons pas les choses. Tant qu'il y a des candidates, alors il y a de l'espoir. Que penses-tu des technologies de notre époque, en comparaison avec ce que tu avais de ton temps? Quels sont les changements bouleversants de notre quotidien? Le progrès technologique de votre époque est tout simplement sidérant. En comparaison, l'époque où je vivais était beaucoup plus rudimentaire. Les moyens de communication, par exemple, ont été révolutionnés. À mon époque, l'imprimerie était le principal moyen de diffusion de l'information. Aujourd'hui, vous avez Internet, qui permet à chacun de partager ses idées en temps réel et à une échelle mondiale. Cette avancée peut être une formidable plateforme pour le changement social et la diffusion d'idées, y compris celles sur l'égalité des sexes. Cependant, je vois aussi les dangers potentiels. Les technologies peuvent être utilisées pour contrôler, manipuler ou même opprimer. De plus, je me demande si la rapidité et la facilité de communication n'entraînent pas une certaine superficialité, où les débats profonds et nuancés deviennent plus rares. Le risque de désinformation est également à prendre en compte. En ce qui concerne la vie quotidienne, vos technologies ont rendu certaines tâches ménagères plus simples et plus rapides, ce qui pourrait en théorie libérer du temps pour les femmes et les hommes, afin qu'ils puissent s'engager dans des activités plus épanouissantes. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que l'égalité ne se mesure pas seulement en termes de confort matériel ou d'efficacité, mais surtout en termes de liberté et de possibilités offertes à chacun. Tout à l'heure, tu parlais de mettre l'accent sur l'éducation à propos de l'égalité. Quelles sont les valeurs que tu voudrais inculquer et concrètement, qui transmet ces valeurs? Est-ce la famille? Est-ce l'école? L'éducation joue un rôle crucial dans la formation de citoyens éclairés et engagés. Les valeurs que je souhaiterais voir inculquées sont celles de la liberté, de l'égalité et du respect mutuel. Il est important de comprendre que l'égalité des genres ne signifie pas une uniformité millimétrée, car sinon nous serions des robots, mais plutôt une égalité des opportunités. Chaque individu, homme ou femme, devrait être libre de suivre la voie qui lui convient le mieux, sans être limité par des préjugés. Concernant qui doit transmettre ces valeurs, je pense que c'est une responsabilité partagée. La famille est le premier lieu où les enfants apprennent les normes et les valeurs, et elle joue donc un rôle fondamental. Mais l'école a aussi un rôle essentiel à jouer. C'est là que les enfants sont exposés à une diversité d'opinions et apprennent à interagir en dehors de leur cercle familial. Une éducation civique solide, incluant une formation sur l'égalité des genres, les droits de l'homme et la citoyenneté responsable, devrait être une composante fondamentale du cursus scolaire. Je crois également qu'il est essentiel d'avoir des modèles, des figures publiques qui incarnent ces valeurs. Les leaders politiques, les enseignants, les artistes et même les entreprises ont une responsabilité dans la manière dont ils influencent le public et les jeunes générations. Ils doivent être conscients de l'impact de leurs actions et de leurs discours sur la perception de l'égalité des genres et sur les normes sociétales en général. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite s'engager pour le féminisme en 2023, mais qui n'ose pas, par timidité ou par peur? Je comprends que l'engagement puisse paraître intimidant, surtout quand il s'agit de sujets aussi profonds et souvent polarisants que le féminisme. Mais sachez que chaque petite action compte. Vous n'avez pas besoin de monter sur une estrade ou d'écrire une déclaration pour faire une différence. Parfois, l'engagement commence par des conversations avec votre entourage, par l'éducation de vous-même et des autres, et par des actes de solidarité envers ceux qui sont moins privilégiés. Si la timidité ou la peur vous freine, rappelez-vous que vous pouvez choisir votre propre manière de vous engager. Cela peut être à travers des écrits, des œuvres d'art, ou même des gestes simples du quotidien. L'important est de ne pas rester silencieux.
Le silence perpétue le statu quo, tandis que chaque voix qui s'élève contribue à un changement. Je dirais aussi qu'il est vital de s'informer et de se former sur les sujets que vous souhaitez défendre. La connaissance est votre meilleure arme. Elle vous donnera la confiance nécessaire pour parler, agir et faire face aux critiques. N'oubliez pas non plus de chercher du soutien. Rejoignez des groupes, des associations ou même des forums en ligne où vous pouvez rencontrer des personnes partageant vos convictions. L'union fait la force. Et ensemble, vous pouvez contribuer à un mouvement plus grand et plus puissant. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Et votre contribution, si minime soit-elle, a sa place dans ce grand tableau de l'égalité et de la liberté. Si tu pouvais dîner avec une seule personne, parmi toutes les époques, qui choisirais-tu ? Si je devais choisir une personne avec qui dîner, toutes époques confondues, je serais tentée de choisir une femme qui a, elle aussi, défié les normes de son temps pour lutter pour la liberté et l'égalité. Peut-être quelqu'un comme Mary Wollstonecraft, qui a écrit A Vindication of the Rights of Women. Nos conversations sur l'égalité des sexes, la politique et la philosophie seraient certainement fascinantes et enrichissantes. Ce serait une occasion d'échanger sur nos luttes, nos espoirs et nos idées pour un avenir où la liberté ne serait pas un rêve, mais une réalité pour tous. Et si tu pouvais ramener un objet, n'importe lequel de notre époque, pour le présenter à tes contemporains révolutionnaires, qu'est-ce que tu ramènerais ? Si je pouvais ramener un objet de votre époque à la mienne, je choisirais probablement un exemplaire des lois actuelles sur l'égalité des sexes et les droits des femmes. Cela servirait de preuve tangible des avancées réalisées dans le combat pour l'égalité des genres. Je pourrais alors montrer à mes contemporains que même si la route est longue et semée d'embûches, le progrès est possible et peut être inscrit dans la loi. Je pense que cela insufflerait beaucoup d'espoir et de motivation à ceux qui luttent pour ces idéaux à mon époque. C'était quoi ton plaisir coupable ? Dans une vie aussi remplie d'agitation et de lutte, il était rare de trouver un moment de répit pour céder à de simples plaisirs. Mais si je devais en choisir un, ce serait sans doute les soirées passées dans les cercles littéraires et les salons, entourées d'esprits vifs et brillants. L'échange d'idées, le débat intellectuel et même le jeu d'esprit étaient pour moi des formes de plaisir immenses. Ce n'est peut-être pas un péché mignon au sens traditionnel, mais c'était certainement un luxe dans lequel j'aimais m'immerger quand l'occasion se présentait. En tant que femme du XVIIIe siècle, y a-t-il selon toi des rôles que l'homme et la femme doivent tenir respectivement dans la société ? Je pense que les rôles traditionnels imposés à l'homme et à la femme sont en grande partie des constructions sociales, qui limitent la liberté et les opportunités pour tous. L'idée que les femmes sont naturellement plus aptes à certaines tâches, comme s'occuper des enfants ou tenir une maison, tandis que les hommes sont plus aptes à travailler à l'extérieur et prendre des décisions, a été utilisée pour justifier des siècles de discrimination et d'inégalité. Néanmoins, je ne prône pas pour une égalité des rôles forcés. Mon idée de l'égalité repose sur la liberté de choix pour chacun, indépendamment du sexe. Si une femme souhaite devenir mère au foyer et qu'elle trouve du bonheur et de l'épanouissement dans ce rôle, cela devrait être tout aussi respectable que si elle souhaite poursuivre une carrière. La même chose vaut pour les hommes. L'égalité que je défends est donc une égalité des opportunités, une égalité de choix, une égalité de liberté. Et cette égalité ne peut être atteinte que si la société tout entière se libère des stéréotypes et des préjugés qui limitent ce que l'on pense possible pour les hommes et les femmes. Quel serait le conseil que tu donnerais si tu pouvais t'adresser aujourd'hui à toute la jeunesse de France ? Je dirais à la jeunesse de France, n'attendez pas que les changements viennent à vous. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. N'ayez pas peur de prendre position et de défendre vos convictions, même si elles vont à l'encontre des normes établies. C'est en remettant en question le statu quo que la société avance. Votre liberté est un bien précieux. Ne laissez personne vous l'enlever ou la limiter. Mais rappelez-vous aussi que la liberté des autres est tout aussi précieuse que la vôtre. L'égalité de liberté doit être votre credo. Chaque individu, homme ou femme, devrait avoir la liberté de choisir son chemin dans la vie, sans contrainte ni préjugés. L'éducation est la clé pour accomplir tout cela. Elle est l'outil qui vous permettra de comprendre le monde qui vous entoure et de le changer pour le mieux. Éduquez-vous,
N'oubliez jamais d'éduquer les autres à l'importance de la liberté et de l'égalité. La route est longue et semée d'embûches. Mais ne perdez jamais espoir. Chaque petite victoire compte. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Il y a toujours d'autres personnes qui partagent vos convictions et qui sont prêtes à se battre à vos côtés. Soyez courageux, soyez audacieux et n'abandonnez jamais. As-tu des regrets ? En tout cas, ils ne concernent pas mes convictions, ni mes combats pour l'égalité et la justice. Ces principes ont guidé ma vie et je les ai défendus du mieux que j'ai pu, malgré les obstacles et les dangers. Cependant, je regrette peut-être certaines stratégies que j'ai employées, ou la manière dont j'ai communiqué certaines de mes idées. Peut-être aurais-je pu être plus prudente ou diplomate en certains instants, pour éviter le tragique destin qui a été le mien. Mais même cela est difficile à dire, car ce sont souvent les voix les plus fortes, les plus audacieuses, qui attirent l'attention sur les injustices et qui ouvrent la voie au changement. Donc, en résumé, mes regrets, s'il y en a, seraient minimes en comparaison de la fierté que je ressens pour avoir osé parler et agir selon mes convictions. Merci pour cette interview, Olympe. Un dernier petit mot pour la fin ? Avec plaisir. Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager mes idées et mes combats. Pour un dernier mot, je dirais ne cessez jamais de questionner, de remettre en cause les injustices et de lutter pour un monde plus égalitaire. Le chemin vers l'égalité et la liberté est long et semé d'embûches, mais chaque pas compte. Ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas le droit de parler, de penser ou de rêver. Le pouvoir du changement réside en chacun de nous. Le courage, c'est souvent simplement une question de choix. Faites le bon. Génial, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode des Idoles du passé. N'oubliez pas de partager, de mettre un like, d'interagir en commentaire, ça permet de nous soutenir. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et à bientôt.